Imaginez un sous-marin naviguant dans les fosses les plus profondes et les plus obscures de l'océan. C'est un vaisseau conçu pour des environnements qui broieraient un corps humain en quelques millisecondes. La pression extérieure est immense. Un poids d'eau écrasant capable de pulvériser l'acier. Pour survivre, ce navire ne se coupe pas de l'océan. Il en dépend. Il utilise un sonar sophistiqué pour écouter l'eau, pour lire la densité, la température et le mouvement des courants dans les ténèbres absolues. Il navigue en ressentant. Maintenant, imaginez si le capitaine de ce sous-marin, dans une tentative mal avisée de mieux comprendre l'océan, décidait d'ouvrir l'écoutille principale. L'eau ne ferait pas qu'entrer. Elle anéantirait tout ce qui se trouve à l'intérieur. Le vaisseau imploserait. C'est précisément la défaillance mécanique qui se produit à l'intérieur de l'empate moderne. Vous avez navigué dans votre vie avec l'équipement sensoriel le plus avancé dont dispose l'espèce humaine, mais vous l'avez utilisé avec l'écoutille grande ouverte. Pendant des décennies, les communautés psychiatriques et scientifiques ont regardé des gens comme vous et y ont vu une anomalie. Ils ont rejeté les personnes hautement sensibles comme étant fragiles, excessivement émotives ou dépourvues des défenses psychologiques nécessaires. Ils ont traité votre expérience comme une pathologie, une faiblesse qui devait être endurcie ou atténuée par la médication. Ils vous ont dit que votre peau était trop fine pour ce monde, mais Carl Jung, l'un des esprits les plus formidables de l'histoire de la psychologie, a observé ce phénomène et a vu quelque chose de totalement différent. Il n'a pas vu une maladie, il a vu une fonction biologique spécialisée. Il a passé des années à documenter des patients qui possédaient ce qui semblait être un accès surnaturel aux émotions et aux pulsions cachées des autres. Sa conclusion fut radicale et changea à jamais le paysage de la psychologie des profondeurs. Il a déterminé que ces individus n'hallucinaient pas, qu'ils n'étaient pas brisés et qu'ils ne déliraient pas. Ils possédaient simplement un système neurologique câblé pour une réception de données en haute définition. Le problème, a découvert Jung, n'a jamais été la sensibilité elle-même. Le problème était le mode d'emploi. 95% des empathes utilisent un système de navigation comme un entrepôt de stockage. Vous prenez des données qui sont censées guider le navire et vous les laissez inonder la salle des machines. La différence entre un empathe perpétuellement épuisé, anxieux et submergé, et un autre qui se déplace dans le monde avec une précision et une puissance terrifiantes, se résume à un simple changement mécanique. C'est le passage de l'absorption à la perception. La plupart des gens vivent leur vie en pensant que l'empathie signifie ressentir ce que quelqu'un d'autre ressent au point de devenir cette personne. Jung soutenait qu'il s'agit d'une mauvaise utilisation de l'équipement. Nous allons passer en revue les 6 mécanismes spécifiques de cette machinerie, identifier exactement où on vous a appris à les utiliser à l'envers et les recalibrer. Il ne s'agit pas de devenir moins sensible, il s'agit de fermer l'écoutille pour que vous puissiez enfin utiliser le sonar. La première pièce d'équipement que vous possédez, et peut-être celle qui cause le plus de souffrance quotidienne, est ce que Jung a identifié comme la perception du champ émotionnel. C'est votre station météorologique interne. Vous savez exactement ce que cela fait parce que vous le vivez chaque jour. Vous entrez dans une pièce, peut-être une salle de conférence au travail, un repas de fête en famille, ou même une épicerie bondée. Et avant qu'un seul mot ne soit prononcé, votre corps réagit. C'est physique. Votre estomac se noue. Votre rythme cardiaque s'élève sans raison. Vous sentez une lourde couverture étouffante de désespoir se poser sur vos épaules, ou un bourdonnement électrique aigu d'anxiété faire claquer vos dents. Le conseil conventionnel qu'on vous a donné est que vous captez simplement des choses, mais cette formulation est trop passive. Elle ne capture pas la violence de l'expérience. Ce qui se passe réellement, c'est que votre système nerveux agit comme un récepteur à haute fréquence. Le but évolutif de ce mécanisme est la survie. C'est une adaptation biologique. Il s'est probablement développé dans des environnements d'enfance où l'atmosphère émotionnelle était volatile ou imprévisible. Si vous avez grandi dans un foyer où vous aviez besoin de connaître le moment exact où un parent passait du calme au dangereux pour rester en sécurité, votre cerveau a amélioré son récepteur. Vous avez appris à lire la pression atmosphérique avant que la tempête ne frappe. Vous avez appris à détecter l'électricité statique dans l'air avant que la foudre ne tombe. Mais voici la faille critique qui détruit l'empathe adulte. Vous traitez le récepteur comme une fenêtre ouverte.
vous ne vous contentez pas de détecter l'anxiété dans la pièce. Vous permettez qu'elle devienne votre anxiété. Vous confondez le signal avec la source. Pensez à un thermomètre accroché à l'extérieur de votre fenêtre. Lorsque le thermomètre indique qu'il gèle dehors, le thermomètre lui-même ne gèle pas et ne se brise pas. Il rapporte simplement la donnée. Il dit « Il fait froid dehors », tout en maintenant sa propre intégrité structurelle. La plupart des empathes, cependant, agissent comme une éponge plutôt que comme un thermomètre. Vous entrez dans une pièce tendue et vous devenez tendu. Vous vous asseyez à côté d'un ami en deuil et vous devenez déprimé pendant 3 jours. Vous avez été conditionné à croire que cette souffrance partagée est la définition de l'empathie, que si vous ne vous noyez pas avec la personne qui se noie, vous êtes froid ou indifférent. Mais c'est un mensonge. Jung soutenait que la vraie perception exige la séparation. Vous devez voir la tempête sans vous noyer sous la pluie. Lorsque vous absorbez l'émotion, vous perdez votre utilité. Un sauveteur qui se noie ne peut sauver personne. Le recalibrage nécessite un audit spécifique et discipliné de votre réalité. Dès que vous ressentez un changement soudain dans votre état émotionnel, cette vague abrupte de colère ou cette chute soudaine dans la tristesse, vous devez mettre la machine en pause. Vous devez arrêter le processus automatique et poser une question diagnostique. Cela provient-il de mon paysage intérieur ou est-ce que je viens juste de marcher dedans? Cela semble simple, mais c'est un travail rigoureux. Vous apprenez à distinguer votre propre cargaison émotionnelle des caisses chargées sur votre navire par des étrangers. Lorsque vous identifiez que le sentiment est externe, vous ne le repoussez pas et ne le combattez pas. Vous le reconnaissez simplement comme une donnée. La pièce est en colère, cette personne est terrifiée. Mon conjoint est anxieux. Vous l'observez avec le détachement clinique d'un scientifique lisant une jauge. Cela arrête l'absorption. Vous gardez la donnée mais vous refusez l'infection. En la nommant comme externe, vous construisez un mur entre l'observation et votre identité. Une fois que vous avez arrêté la brèche dans la coque causée par l'absorption émotionnelle, vous devez traiter le deuxième mécanisme, qui est votre reconnaissance inconsciente des modèles. C'est l'algorithme interne qui tourne en arrière-plan de votre esprit à chaque seconde de chaque jour. Votre cerveau traite des micro-informations que la personne moyenne ignore complètement. Pendant que l'esprit conscient écoute les mots, votre esprit inconscient suit la crispation d'une mâchoire en une fraction de seconde. La légère dissonance dans un ton de voix, la façon dont les yeux de quelqu'un ne correspondent pas à son sourire, ou le délai microscopique dans son temps de réponse. Votre esprit inconscient assemble ces milliers de points de données en un profil psychologique quelques minutes après avoir rencontré quelqu'un. C'est votre système de sécurité. Il est conçu pour vous dire qui est sûr et qui est une menace bien avant qu'il ne se révèle. C'est la partie primitive de votre cerveau qui dit « prédateur ». Mais il existe un programme culturel massif qui vous force à outrepasser ce système. On nous apprend que les gens gentils accordent aux autres le bénéfice du doute. On nous dit de ne pas juger un livre à sa couverture. Nous sommes conditionnés à croire que, à moins d'avoir une preuve concrète et logique du danger, à moins d'avoir un casier judiciaire ou une arme visible, nous sommes obligés de faire confiance. C'est cette anomalie qui conduit les empathes dans des relations dévastatrices avec des individus toxiques ou manipulateurs. Votre reconnaissance des modèles signale une personne comme dangereuse dès les 5 premières minutes. Elle vous envoie un signal, un sentiment de répulsion, un désir de reculer, une fatigue soudaine ou une sensation étrange dans vos tripes. Mais ensuite, votre conditionnement social entre en jeu. Vous vous dites que vous portez un jugement. Vous vous dites qu'ils semblent charmants. Vous regardez leur CV ou leur sourire et vous vous dissuadez de votre propre savoir. Vous réduisez le garde de sécurité au silence parce que vous voulez être une bonne personne. Jung a trouvé que cette trahison de soi était la cause principale de la souffrance de l'empathe dans les relations. Vous n'êtes pas aveugle. Vous ignorez volontairement ce que vous voyez parce que vous ne faites pas confiance à vos propres yeux. Vous agissez contre vos propres instincts de survie pour être poli. La correction ici est une confiance absolue et inébranlable dans le clignement d'œil. Cette impression des 30 premières secondes n'est pas une devinette. C'est un calcul effectué par un superordinateur qui a rassemblé des données toute votre vie. Lorsque votre système dit « dangereux », vous n'avez pas besoin d'attendre le procès, la trahison ou l'insulte pour prouver qu'il a raison. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre intuition à un jury.
Vous devez simplement agir en conséquence. Si l'algorithme dit « restez à l'écart », vous maintenez la distance. Vous n'avez pas à être impoli, mais vous devez rester inaccessible. Vous ne licenciez pas le garde de sécurité pour avoir fait son travail. Vous l'autorisez enfin à verrouiller les portes. Ce n'est pas un jugement. Ce sont des données biologiquement coûteuses que vous avez payées avec des années d'expérience. Arrêtez de les jeter. Lorsque vous outrepassez ce système, vous éteignez essentiellement votre détecteur de fumée parce que le bruit est agaçant, pour vous réveiller plus tard dans une maison en feu. À mesure que vous commencerez à faire confiance à ces données, vous rencontrerez inévitablement le troisième mécanisme, qui est la détection de l'ombre. C'est votre vision au rayon X. Vous avez la capacité troublante de voir les parties des gens qu'ils se cachent à eux-mêmes. Vous voyez l'insécurité qui motive l'arrogance. Vous voyez l'enfant effrayé caché à l'intérieur de la brute. Vous voyez le vide solitaire sous la promiscuité. Vous voyez le traumatisme sous l'addiction. Cette capacité est profonde, mais elle s'accompagne d'un piège dangereux que Jung appelait la mission de sauvetage. Parce que vous pouvez voir l'humain blessé sous le comportement monstrueux, vous commettez une erreur fatale de logique. Vous supposez que parce que vous pouvez voir leur potentiel, vous êtes responsable de l'extraire. Vous tombez amoureux du potentiel et ignorez la réalité. Vous tolérez l'abus, la négligence et la manipulation parce que vous interagissez avec la personne que vous savez qu'ils pourraient être, et non avec la personne qu'ils sont réellement. Vous devenez un chirurgien non sollicité, essayant de guérir le traumatisme chez des gens qui n'ont pas demandé votre aide et qui peuvent eux-mêmes vous attaquer pour avoir essayé. Vous restez dans des relations des années trop longtemps parce que vous attendez qu'ils deviennent la version d'eux-mêmes que vous seul pouvez voir. Le phare offre la métaphore mécanique parfaite pour corriger cela. Un phare se tient sur le rocher solide et projette un faisceau à travers l'eau sombre. Son but est de révéler les dangers, les rochers pointus, les hauts fonds, afin que les navires puissent naviguer en toute sécurité. Le phare ne descend pas sur le rivage pour nager vers les navires afin de les diriger. Il ne se jette pas dans les vagues pour sauver un capitaine déterminé à s'écraser. Il brille simplement. Il fournit la lumière et les navires décident de leur propre route. Votre capacité à voir l'ombre est destinée à vous protéger. Elle vous montre où sont les rochers, afin que vous ne fracassiez pas votre propre navire. C'est une information pour votre navigation, pas un mandat pour leur salut. Vous pouvez avoir de la compassion pour la blessure, sans vous porter volontaire pour saigner à sa place. Vous pouvez comprendre exactement pourquoi quelqu'un est comme il est. Peut-être a-t-il eu une enfance terrible, peut-être souffre-t-il. Mais cette compréhension ne leur donne pas la permission de détruire votre paix. Le discernement compatissant signifie voir la tragédie de leurs conditions à une distance sûre, reconnaître l'ombre et éloigner votre vaisseau de l'épave. Vous devez réaliser que comprendre le pourquoi du comportement de quelqu'un ne change pas le quoi de son comportement. Une bombe qui explose à cause d'un fil défectueux vous tuera tout aussi mortellement qu'une bombe qui explose volontairement. Votre travail est de vous éloigner de la zone d'explosion, pas de réparer le fil. Ce discernement alimente naturellement la quatrième capacité, qui est la perception de la trajectoire. C'est la fonction accélérée de votre esprit. Parce que vous traitez les modèles et les ombres si efficacement, vous pouvez souvent voir la fin d'une histoire, alors que tout le monde en est encore à lire le premier chapitre. Vous savez qu'une relation est vouée à l'échec au bout de 3 mois. Vous savez qu'une entreprise échouera avant que le contrat ne soit signé. Vous pouvez sentir la pourriture dans les fondations avant que les fissures n'apparaissent sur les murs. Ce n'est pas une prophétie psychique, c'est une extrapolation logique. Vous voyez la trajectoire des variables impliquées. Vous voyez que A plus B égalera inévitablement C. La souffrance ici provient d'une forme spécifique de trahison de soi appelée espoir. Dans ce contexte, l'espoir n'est pas une vertu, c'est un refus d'accepter la réalité. Vous voyez le crash arriver, mais vous passez des mois ou des années à lutter contre cette connaissance, en vous disant que peut-être cette fois, les lois de la physique ne s'appliqueront pas. Vous restez dans des situations sans issue en espérant avoir tort, seulement pour être dévasté lorsque vous avez raison. La douleur n'est pas seulement la perte. La douleur est la réalisation que vous connaissiez la vérité tout du long et que vous n'avez rien fait. Vous avez trahi votre propre prévoyance. Vous étiez assis sur le siège passager d'une voiture,
que vous saviez diriger vers une falaise parce que vous ne vouliez pas contrarier le conducteur. Pour utiliser cet outil correctement, vous devez maîtriser le pivot préventif. Lorsque votre système de navigation vous montre que la route devant mène à une falaise, vous ne continuez pas à conduire en espérant qu'un pont apparaisse comme par magie. Vous tournez le volant. Vous utilisez le temps d'avance. Si vous savez qu'une relation ne peut pas se maintenir, vous commencez le processus de détachement maintenant. Si vous sentez qu'un travail devient toxique, vous mettez à jour votre CV avant le début des licenciements. Cette capacité vous donne l'avantage de la préparation. Elle vous permet de faire le deuil de la perte avant qu'elle ne se produise et de vous positionner en sécurité. Elle vous transforme d'une victime des circonstances en stratège. Vous arrêtez d'attendre que le désastre vous donne raison. Vous acceptez les prévisions et vous emportez votre parapluie. Cela demande un niveau de courage que la plupart des gens ne possèdent pas. Le courage d'agir sur des informations que personne d'autre ne peut encore voir. En naviguant sur ces trajectoires, vous devez également gérer l'énergie requise pour les parcourir. Ce qui nous amène au cinquième mécanisme, la résonance énergétique. C'est le diapason à l'intérieur de votre colonne vertébrale. C'est la capacité de s'aligner physiquement sur la fréquence d'un autre être vivant. Elle a évolué pour créer du lien. Elle permet à une mère de savoir ce dont son enfant non-verbal a besoin, en le ressentant dans son propre corps. Elle crée une intimité et une confiance profonde. Lorsque vous vous asseyez avec quelqu'un et que vous lui offrez un espace d'écoute, vous synchronisez essentiellement votre système nerveux avec le sien pour l'aider à se réguler. C'est une capacité biologique magnifique pour la connexion. Mais pour l'empathe non entraîné, c'est la principale source d'épuisement physique. Vous marchez dans le monde comme un diapason qui vibre à chaque bruit qu'il rencontre. Vous vous alignez sur la fréquence de l'employé de l'épicerie qui passe une mauvaise journée. Vous vous alignez sur l'énergie colérique de votre patron. Vous vous alignez sur l'anxiété frénétique de votre conjoint. Vous vous alignez sur la lourde dépression du présentateur du journal télévisé. À la fin de la journée, vous vibrez de l'énergie résiduelle de 20 personnes différentes et vous avez perdu votre propre fréquence de base. Vous vous sentez dispersé, lourd et épuisé parce que vous avez couru un marathon des émotions des autres. Vous rentrez chez vous et vous ne pouvez pas vous détendre car votre corps bourdonne encore de l'électricité statique du monde. La correction consiste à installer un bouton muet. La résonance doit devenir un choix conscient, pas un réglage par défaut. Vous pouvez écouter la musique sans devenir l'enceinte. Vous devez apprendre à être témoin de l'état de quelqu'un sans vous y aligner. Vous pouvez offrir du soutien sans descendre dans la fosse avec eux. Et surtout, vous devez pratiquer le retour conscient. C'est un rituel physique que vous effectuez après toute interaction de haute intensité. C'est une façon de nettoyer l'électricité statique de votre peau. Cela peut consister à secouer physiquement vos mains, à secouer littéralement l'énergie de vos membres. Cela peut être de prendre 3 expirations nettes et audibles, en visualisant l'énergie de l'autre personne quittant vos poumons. Cela peut être de vous asperger le visage d'eau froide ou de vous laver les mains jusqu'au coude. Vous signalez à votre système nerveux que la connexion est coupée. Vous dites « C'était à eux, je reviens à moi ». Vous devez défendre sans relâche votre fréquence de base, car c'est le seul endroit où vous pouvez vous reposer. Si vous ne videz pas votre cache, votre système va ramer et finira par planter. Vous ne pouvez pas porter le poids de l'énergie du monde dans votre propre corps. Il n'a pas été conçu pour cette charge. Enfin, nous arrivons au 6e et peut-être plus subtil mécanisme, la perception dimensionnelle. C'est votre capacité à voir la réalité des coulisses. Vous voyez le masque qu'une personne porte et simultanément, vous voyez le visage en dessous. Vous entendez le mensonge qu'il vous raconte et vous entendez la vérité qu'il cache. Vous êtes constamment conscient de l'écart entre ce qui est présenté et ce qui est réel. Vous êtes dans une conversation où quelqu'un sourit et se vante de son succès. Mais vous pouvez sentir la panique hurlante et l'insécurité irradier d'eux comme de la chaleur. Vous écoutez un ami expliquer pourquoi il est heureux, mais vous pouvez voir la misère le dévorer vivant. L'empathe novice commet l'erreur de devenir le détenteur de vérité. Vous ressentez une envie d'exposer l'écart. Vous voulez combler la distance entre le mensonge et la réalité. Vous voulez dire « Arrête de faire semblant, je sais que tu mens » ou « Je sais que tu es triste en réalité, parlons-en ». Vous essayez de forcer les gens à l'authenticité. Vous essayez de les traîner vers la vérité.
Cela se retourne presque toujours contre vous. Les gens portent des masques pour une raison, généralement pour protéger leur propre fragilité. Lorsque vous arrachez le masque, ils ne vous remercient pas. Ils vous attaquent. Vous devenez une menace pour leur mécanisme de défense. Vous devenez l'ennemi parce que vous avez vu ce qu'ils ne voulaient pas qu'on voie. Le maître en pâte opère avec le renseignement silencieux. Vous traitez cette vision dimensionnelle comme une information classifiée. Vous voyez le mensonge, mais vous n'avez pas besoin de le dénoncer pour prouver que vous avez raison. Vous ajustez simplement votre niveau de confiance en conséquence. Vous voyez l'agenda caché et vous manœuvrez autour sans confrontation. Connaître la vérité vous donne un levier. Cela vous permet de naviguer dans la relation les yeux ouverts. Vous n'avez pas besoin d'être le juge ou le jury. Vous avez simplement besoin d'être celui qui connaît le jeu. Il y a un pouvoir immense à connaître la vérité et à garder sa bouche fermée. Cela préserve votre énergie et vous empêche de devenir une cible. Vous utilisez cette information pour prendre des décisions sages. Si vous voyez que quelqu'un est malhonnête avec lui-même, vous savez qu'il sera malhonnête avec vous. Vous n'avez pas besoin de le réparer. Vous avez juste besoin de ne pas lui prêter d'argent. Si vous voyez que quelqu'un est guidé par un traumatisme non guéri, vous savez qu'il sera réactif. Vous n'avez pas besoin de le guérir. Vous avez juste besoin de ne pas compter sur lui pour votre stabilité émotionnelle. Vous détenez l'image complète, la pleine réalité dimensionnelle, et vous l'utilisez pour tracer votre route. C'est la différence entre être un fouineur qui s'épuise à essayer de changer les gens et un sage qui traverse le monde sans être touché parce qu'il voit tout venir. Lorsque vous intégrez ces 6 changements, vous subissez une métamorphose. Vous arrêtez d'être l'éponge qui absorbe la crasse de l'océan et vous devenez la sentinelle. La sentinelle est éveillée. La sentinelle voit la menace à des kilomètres et verrouille la grille. La sentinelle sent la tempête arriver et renforce l'abri. La sentinelle voit le voyageur blessé mais n'ouvre pas la porte au loup déguisé en brebis. La sentinelle n'est pas froide. La sentinelle est en sécurité. Et depuis ce lieu de sécurité, l'amour véritable et l'aide réelle peuvent effectivement se produire. Vous réalisez que votre empathie n'est pas un mandat pour être un martyr. C'est un ensemble sophistiqué d'outils conçus pour une navigation de haut niveau. Jung le savait. Il savait que les personnes ayant la capacité de ressentir le plus étaient aussi celles ayant la capacité de comprendre le plus. Mais comprendre nécessite un esprit stable. Cela nécessite un vaisseau qui est étanche. C'est l'état vers lequel Jung pointait. C'est un état de puissance formidable et tranquille. C'est la réalisation que votre sensibilité n'a jamais été une faiblesse. C'était un système d'armement que vous pointiez vers vous-même. Une fois que vous le tournez vers l'extérieur, une fois que vous apprenez à lire les données sans vous y noyer, vous devenez quelque chose dont le monde a désespérément besoin, mais qu'il voit rarement. Un être humain capable de voir les ténèbres sans être consumé par elles. Une personne capable de se tenir au milieu du chaos et de rester complètement immobile. Vous n'attendez plus que le monde devienne plus doux pour pouvoir survivre. Vous ne demandez plus aux gens d'arrêter de ressentir si fort. Vous êtes autonome. Vous êtes le sous-marin, avec l'écoutille scellée, traversant la pression avec grâce, guidé par le sonar le plus avancé de la planète. L'océan est vaste et dangereux, oui. Mais vous avez été construit pour ces eaux exactement. Fermez l'écoutille. Vérifiez vos instruments. Faites confiance à vos données. Et enfin, prenez la barre.